Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de votre podcast Tilt sur la Web TV de l'ODJ Média et en rediffusion sur la R212, Radio des Marocains du Monde. Aujourd'hui, nous allons discuter du projet de loi de finances 2025. C'est le document ultime de l'année politique et la preuve éventuelle de l'exécution du programme gouvernemental. Si vous voulez bien, nous allons structurer cet épisode en trois parties. Nous allons commencer d'abord par les hypothèses et les prévisions du PLF. Nous passerons ensuite aux charges, aux ressources et aux besoins de financement de ce projet de loi de finances pour cette année, avant de clôturer avec un petit débat sur les problématiques de l'eau, de l'emploi et de l'entrée sociale. Donc pour analyser ce sujet crucial, je reçois aujourd'hui M. Youssef Okhlou, président de l'association Youth Policy Center et membre de l'Alliance des économistes istiqlaliens. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation, M. Okhlou. Merci beaucoup et c'est toujours un plaisir d'être dans un média jeune, animé par des jeunes. Merci à vous, monsieur. Donc pour commencer notre première partie, les prévisions et les hypothèses sont un petit peu la base du projet de loi de finances, de tout projet de loi de finances. Et le gouvernement marocain s'appuie sur ces chiffres pour pouvoir émettre les politiques publiques qui gouverneront l'année. Sur cette partie, pour commencer, je voudrais d'abord vous parler un petit peu, ou vous demander de me parler un petit peu des hypothèses et des prévisions sur lesquelles repose le PLF de cette année 2025. En fait, on pourrait commencer par la prévision du taux de croissance qui est toujours une donnée qui est attendue par les acteurs, je dirais, financiers du secteur public et privé. On parle d'un taux de 4,6%. Qui est très optimiste, mais bien entendu, il est aussi associé, il est le corollaire d'une production céréalière de 70 millions de cantons, qui reste aussi optimiste, étant donné que durant les 8 dernières années, la production nationale n'avait pas dépassé une moyenne de 42 millions de cantons. Ce sont optimiste, oui, mais d'une part, il faudrait bien que quelqu'un soit optimiste, bien entendu, et c'est bien aussi de se challenger, je pense. Donc, si l'on place le chiffre dans une comparaison froide avec la tendance, je dirais, internationale, par exemple, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de l'ordre de 3,4% de l'économie mondiale. Si l'on fasse une comparaison froide, on pourrait dire que c'est même trop optimiste, mais je dirais que avec une production, avec les précipitations qui augurent une année assez productive, et on a le droit de rêver un peu. Surtout que d'une part, le PIB non agricole avance très bien, on est à 3,7% de croissance, et une rétraction en 2024-2023 du PIB agricole. Et donc, si on arrive à avoir une production moyennement bonne, agricole, je pense qu'on pourrait atteindre ce taux. Encore faut-il dire que c'est optimiste et c'est bien d'être optimiste. D'accord, donc vous dites que le gouvernement essaie de pousser un petit peu les limites, que ce n'est pas sûr d'avoir le 4,6, vous m'avez dit, mais en tout cas c'est un petit peu c'est différent en tout cas des chiffres qu'a annoncé le haut-commissaire au plan. Mais vous dites que si on a une bonne année agricole, ça pourrait être le cas, c'est ça? Oui, et c'est une bonne chose d'avoir des chiffres différents. En fait, ça insinue un pays qui a des institutions indépendantes, vivantes. Et donc, chacun a, je dirais, son mot à dire, parce que le gouvernement, c'est les politiques publiques. En fait, il a l'apanage d'être optimiste, de se challenger, de pousser un peu les limites dans une approche volontariste. Et le HCP, il est là pour faire un peu de contrôle, je dirais, institutionnel et pour justement challenger un peu en termes de chiffres. Garder les pieds sur terre. Mais on a tous besoin des deux. On a besoin de personnes autour de nous qui ont le pied sur terre et de personnes qui ont de l'ambition, je dirais. Tout à fait. Un peu de rationalité, un peu d'ambition. Bien sûr. D'accord. Alors, comme vous le savez, tout projet de loi de finances est la traduction pratique d'un programme gouvernemental. Alors, est-ce que vous pensez que ce projet de cette année 2025 respecte le programme gouvernemental énoncé par notre gouvernement? En fait, à l'aune ou à la lumière des contraintes, c'est un peu difficile de dire si ça va aboutir
vers ce qui avait été escompté dans le programme gouvernemental. Mais par exemple, sur la problématique, je dirais, de l'emploi, je pense que l'objectif du programme gouvernemental était la création d'1 million, une création nette d'1 million d'emplois tout au long de la période du mandat du gouvernement. Les chiffres dont je me rappelle, lors du premier semestre de cette année, l'économie marocaine a créé une création nette d'environ 215 000 emplois rémunérés. Création nette qui compense et les pertes enregistrées au niveau du milieu rural et les gains au niveau urbain. Je pense que si les conditions exogènes, comme les précipitations et ainsi de suite, s'ils sont un peu favorables, on pourrait atteindre l'objectif, en tout cas en termes de création d'emplois sur le monde. Parce qu'on parle de 200 000 créations sur 6 mois. Oui, donc c'est faisable d'ici fin 2026. Je pense qu'il faut garder cet optimisme qu'on vient de mentionner. Concernant le taux de croissance, il y a aussi un objectif de taux de croissance en moyenne de 4% sur la période. On avait enregistré jusqu'à maintenant une moyenne de 3,2-3,3%. Si les hypothèses se réalisent, je pense qu'il est possible, que ce sera possible de se rattraper. En tout cas, si l'environnement international reste stable pour les 2 années à venir, ça pourrait se concrétiser, c'est ce que vous me dites. Effectivement, parce que voilà, c'est pour cette raison que j'ai mentionné au début que c'est à la lumière des contraintes, parce que on ne prévoyait pas un conflit entre l'Ukraine et la Russie, on ne prévoyait pas beaucoup de choses. Et il y a des facteurs exogènes. Le Maroc n'est pas isolé, il est connecté dans son environnement géopolitique, etc. Et des fois, ça impacte. C'est au-delà de ce que l'on peut faire. Mais encore, faut-il dire qu'il y a encore de l'espoir. D'accord. Donc on est toujours sur cette note optimiste. Ah oui, bien sûr. D'accord. Alors, j'aimerais aussi vous demander par rapport au nouveau modèle de développement. Alors, est-ce que vous avez vu une certaine conformité avec le PLF? Est-ce que ce projet s'aligne sur la stratégie du nouveau modèle de développement? En fait, sur la note de présentation de la loi de finances, il n'y a aucune mention du nouveau modèle de développement. Au Maroc, il y a une problématique chronique et diffuse, qui est le manque de convergence des politiques publiques. C'est-à-dire que même au sein d'un même département, il est possible de voir des directions qui mènent certaines politiques sans concertation avec d'autres directions. Il y a cette logique de silo. Chaque département, chaque équipe travaille de manière plus ou moins isolée des autres. Et je pense que le fait de ne pas voir une mention explicite du nouveau modèle de développement rentre un peu dans cet état d'esprit, dans cette culture de fonctionnement en silo. Donc, il se pourrait bien entendu, enfin, il y a des politiques publiques qui sont incluses, qui convergent, qui convergent vers les objectifs du nouveau modèle de développement, notamment en matière d'inclusion sociale, en matière de les politiques publiques qui veulent mener vers une croissance inclusive, mais ce n'est pas formalisé. C'est ce que je vois. Ce n'est pas formalisé. Ce lien pourrait s'inscrire dans le cadre d'un accident heureux. Mais ce n'est pas formalisé le lien entre le nouveau modèle de développement en tant que corpus de réflexion et de renouveau stratégique et ce volet opérationnel / stratégique qui est la loi de finances. Si vous me le permettez, nos décideurs ou les créateurs de nos politiques publiques n'ont pas vraiment pensé à bâtir un petit peu le projet de loi de finances sur les prévisions, sur les objectifs du nouveau modèle de développement, mais s'il y a bien sûr des réussites dans le projet de loi de finances, elles convergeront forcément avec les objectifs du nouveau modèle de développement.
Au fait, je ne sais pas s'ils ont ils ont très probablement les grandes lignes du nouveau modèle de développement dans leur esprit. Ce que je voulais dire, c'est qu'une grande partie du nouveau modèle du développement, c'est du bon sens économique et social. Et donc, il y a le projet de loi de finances relève aussi du bon sens économique sous la contrainte budgétaire, etc. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il se pourrait qu'il y ait une inspiration du nouveau modèle de développement. Mais la formalisation, la theory of change, c'est-à-dire mettre en place un mécanisme qui démontre comment on passe de cette modélisation du nouveau modèle de développement vers sa mise en application n'est pas fait défaut. Voilà. Elle n'est pas explicitement mentionnée. N'est pas explicitement. Je dirais qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Cette logique theory of change pour passer du modèle vers son application n'est pas visible. Voilà. D'accord, entendu. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre volet de ce projet de loi de finances qui est l'investissement public, qui est l'une des surprises du projet de loi de finances de cette année et qui a atteint des niveaux records. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est assez réaliste? Est-ce que ça pourrait être appliqué pendant l'année? En fait, bien que ce soit une surprise, c'est aussi, si on considère les grands chantiers dans lesquels le royaume s'est engagé, c'est aussi du bon sens économique d'avoir un grand effort d'investissement. Le montant dépasse les 300 milliards de dirhams si l'on considère le budget général, les établissements publics, l'ensemble des organismes publics. Ce que je voudrais dire, d'un point de vue budget général, j'aimerais un peu m'atteler sur le budget général. C'est un budget d'investissement d'environ 128 milliards de dirhams et son évolution par rapport à 2024 a été de 8,8%. Un accroissement de 8,8% qui reste en deçà de l'accroissement du budget général, des dépenses prévues du budget général qui sont de l'ordre de 490 milliards et qui avait augmenté de plus de 14%. C'est-à-dire que dans le bloc budget général, l'évolution de l'investissement elle est plus lente que celle du fonctionnement et des intérêts des commissions de la dette qui évoluent à des croissances à 2 chiffres. C'est pas forcément un inconvénient parce que l'investissement public du budget général n'a historiquement pas cette productivité comparable à celle des établissements publics, par exemple des EEP. Et donc, je dirais que parce que le caractéristique de non-substituabilité par rapport aux investissements privés, le caractère concret des investissements des EEP en termes d'infrastructures, ainsi de suite. Ils sont plus dirigés vers le gain, vers l'efficacité. Effectivement, et c'est plus tangible d'un point de vue macroéconomique. Parce que le budget général, bien que nous soyons dans une logique de performance dans le cadre de la nouvelle loi organique des finances, et on a toujours quelques aspects de l'investissement public du budget général, qui sont des dépenses de fonctionnement masquées par la casquette de l'investissement. Bien sûr, c'est une part minoritaire, mais encore faut-il garder à l'esprit que ça réduit la productivité macroéconomique de l'investissement. Cela étant dit que globalement, cette évolution de l'investissement public dans sa globalité est entraînée majoritairement par les autres organismes publics et ça répond aux chantiers. Justement. Les CST, les EEP, les SEGMA. Oui, effectivement, mais c'est surtout les EEP et les CST dans un deuxième temps. D'accord. Alors, c'était tout pour notre première partie. On passera à une partie qui est un petit peu plus fâcheuse. On va parler un peu des charges, des ressources et des besoins de financement, l'architecture financière de ce projet de loi. Et on va commencer déjà par identifier les principales charges et les principales ressources de ce projet de loi de finances et quels sont les besoins de financement qui s'en dégagent. Les principales
Dépenses, bon, il n'y a pas un grand changement, c'est généralement les dépenses de fonctionnement. Comme j'ai mentionné, on est à environ 490 milliards de dirhams comme budget général de l'État. Et 65% de ce budget, c'est des dépenses de fonctionnement, qui incluent la partie du personnel, les salaires, etc., et les MDT, les dépenses diverses. Donc, ce sont des dépenses de biens et de services qui sont liées au fonctionnement. L'investissement du budget général est de l'ordre de 26%, et le reste, c'est un peu les intérêts, les commissions. Je parle du budget général hors amortissement de la dette, bien entendu. Donc, pour ce qui est des recettes, c'est généralement les recettes fiscales. On parle de la TIC, on parle de la TVA, on parle de l'IR, l'IS. C'est généralement ça le grand lot, la part du lion des recettes, et qui est ensuite suivi par des recettes non fiscales. Comme celle des Marocains résidant à l'étranger, par exemple? Pour l'État, pour l'économie, oui. Pour l'État, parce qu'il faut les taxer. Ce sont des transferts qui vont vers les familles généralement. Peut-être les recettes émanant des participations de l'État dans des entreprises. D'accord, d'accord. Alors en matière de fiscalité toujours, quelles sont les nouveautés fiscales de ce projet? On parle d'une réforme de l'impôt sur le revenu éventuellement. Est-ce que vous pensez déjà quelles sont ces réformes, quel est le changement qu'elles représentent, et est-ce que vous pensez qu'elles auront des répercussions réelles sur le pouvoir d'achat des citoyens? Est-ce que le Marocain lambda pourra sentir une différence dans son portefeuille par rapport à cette réforme? En fait, la mesure phare est relative à l'impôt sur le revenu, avec c'est un remaniement du barème, avec généralement un relèvement des seuils. C'est-à-dire que avant le PLF, il fallait toucher moins de 30 000 dirhams par an pour être exonéré. Mais maintenant, ça sera moins de 40 000 dirhams. Il y a un relèvement de 10 000 dirhams. Et d'ailleurs, ça se reflète au niveau des autres tranches. C'est-à-dire c'est soit une réduction pour les tranches existantes, de 2-3 points de pourcentage, ou bien on pourrait voir ça comme un relèvement des seuils. Mais, in fine, ça se reflète par un dégagement d'une marge. C'est comme si l'État avait versé un montant, quelques centaines de dirhams par mois aux salariés. Voilà. Mais est-ce que vous pensez que dans le climat de la hausse des prix que connaît le pays actuellement, est-ce que vous pensez que ça sera ressenti par nos concitoyens? Est-ce que c'est négligeable? En fait, c'est une augmentation d'un point de vue nominal. Il y a une augmentation, d'accord, du revenu. Mais d'un point de vue réel, c'est-à-dire si on considère les épisodes d'inflation que nous avons eus depuis 2022, ça sera difficile de dire que ça va compenser les pertes de pouvoir d'achat qui avaient été accumulées. D'accord. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord, d'accord. Alors, ces mesures fiscales, est-ce qu'elles s'alignent, est-ce qu'elles respectent la loi cadre relative à la réforme fiscale? En fait, sur le plan de l'IR, il y avait une mesure dans cette loi cadre qui disposait du remaniement justement du barème de l'IR, accompagné par un élargissement de l'assiette. Et je pense que en grande partie, il y a ce remaniement du barème. Mais il y a aussi d'autres aspects de la loi cadre sur la réforme fiscale qui ne sont pas encore pris en considération, notamment la réforme de la TVA, où selon la Cour des comptes, une réforme dans sa vraie dimension, telle que préconisée par la loi cadre, n'a pas encore vu le jour.
D'accord. Donc il y a, mais je dirais que ça s'inscrit dans une continuité. Encore est-il que Theory of Change, ce chaînage, cet enchaînement entre une loi cadre, voilà ce qu'elle dispose, et voilà ce que le timeline, c'est-à-dire un échéancier, etc., c'est pas quelque chose de compable. C'est peut-être quelque chose qui est accessible aux décideurs, mais c'est quelque chose que la société civile, par exemple, n'a pas un regard. Donc on ne sait pas vraiment si c'est un problème de communication de l'information ou si ces theory of change dont vous me parlez pour la deuxième fois ne rentrent pas dans les comptes des dirigeants. On ne sait pas exactement. Ouais, au fait, theory of change, ça aide à voir le processus, bien sûr. Et lorsqu'on voit le processus, on est en train de communiquer efficacement. Mais pour répondre de façon courte à votre question initiale, ça répond partiellement aux dispositions de la loi cadre. Partiellement. Et c'est normal. On ne peut pas faire le changement, la réforme d'un coup. En une année. Et elle est progressive. Il y a eu des mesures qui avaient été prises pour l'IS durant les exercices passés. Il y a un caractère graduel. Et c'est logique. Une suite logique. C'est logique. Alors, on arrive au monstre de l'économie marocaine, qui est la dette publique, qui est encore une fois croissante. On est arrivé à peu près 71% de dette publique par rapport au PIB, c'est ça? Quelles sont les mesures envisagées par ce gouvernement pour assurer la soutenabilité à long terme de cette dette et de son remboursement? Au fait, c'est vrai que la dette est une problématique chronique. Et il y a beaucoup d'économistes qui craignent un peu la dette. Il y a des études qui avaient établi qu'une dette publique qui dépasse 60%, et il y a d'autres qui avaient établi 80% du PIB, ça devient insoutenable. Mais ce que je dirais, la différence est ce que vous faites avec cet argent. Si c'est un endettement pour financer le fonctionnement, bien sûr, vous courez vers votre perte. Mais si c'est pour financer des chantiers qui peuvent générer des chantiers structurants, d'infrastructures, surtout que, comme vous savez, nous avons des échéances assez significatives avec la Coupe du Monde, avec plusieurs... il y a aussi un échéancier qui est assez lourd, qui est l'inclusion des citoyens, etc. Donc, qui dit inclusion des citoyens dit aussi une amélioration de la demande intérieure, qui dit aussi qu'il y a un effet économique. Donc je dirais que tant que la dette publique, même si elle a dépassé 70%, tant que c'est pour des financements qui sont productifs, efficients, qui ont un impact économique à terme ou à vue, c'est bien. Mais je dois quand même souligner que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a une grande marge d'amélioration de la productivité, de l'investissement public. Et je parle d'investissement public parce que la majorité de la dette est adressée à l'investissement. Pour la soutenabilité, en fait, c'est une problématique qui est liée entre la croissance. Si on arrive à enregistrer un taux de croissance comme il a été hypothétisé, de 4,6%, on serait en mesure de garder une trajectoire de soutenabilité. Parce qu'en fait, c'est comparé entre les spreads, les taux d'intérêt moyen pondéré et le taux de croissance. Et il faut aussi admettre que durant la période inflationniste, les taux de rendement des bons de trésor et de la dette publique en général avaient augmenté de façon drastique. Bien que ça commence à redescendre. Donc, c'est très difficile en fait, mais je dirais que si le gouvernement maintient une approche productive des fonds qui sont à sa disposition, on va rester dans une trajectoire de soutenabilité. D'accord. Alors, une autre affaire qui fait peur aux Marocains et surtout à nos petites gens, c'est l'affaire de la caisse de compensation. Donc, parce que le Marocain sera directement impacté dans sa poche, il paiera 10 dirhams de plus pour
le gaz butane, il payera plus pour son sucre, pour son blé, pour sa farine. Pouvez-vous me parler des apports du projet de loi de finances par rapport à cette caisse de compensation? Bon, en fait, la caisse de compensation, c'est une problématique assez douloureuse et qui nécessite des dispositions assez douloureuses. Durant la période de la hausse d'inflation, il y a eu un dédoublement du budget qui avait été initialement alloué dans le cadre de la loi de finances de l'année en question. Je parle de 2023. Et aussi de 2022. Il y a eu une augmentation assez significative du budget. En fait, c'est ça un peu la problématique. C'est que ce sont des fonds importants et qui ne sont pas dirigés directement vers les nécessiteux, vers les ménages à revenus faibles. Et donc, la loi de finances, le projet en tout cas, ne prévoit pas des mesures draconiennes, drastiques. Il y a une petite baisse d'à peu près 3 milliards de 12 à 9. Mais ce sont des ajustements et on espère que ça va être, parce que ça a été le cas, que, comme j'ai dit, il y avait un budget qui avait été prévu et vu les circonstances, la conjoncture économique, ça a été dédoublé, ça a plus que doublé. Donc, en fait, c'est un ajustement, mais il n'y a pas de mesure, je dirais, de réforme de façon draconienne. Je vois que le gouvernement progresse de manière graduelle parce qu'à un certain moment, d'un point de vue économique pur, il faut que ça soit réformé, il faut qu'on mette fin à une grande partie de la caisse de compensation dans sa configuration actuelle parce que c'est une... Elle n'est pas juste sociale. Elle n'est pas parce que ces fonds doivent être dirigés vers les ménages qui ont une propension marginale à consommer qui est élevée. Généralement, les ménages à revenus faibles. Ce qui fait que ça génère plus un effet de demande. Lorsque une partie de ces fonds est dirigée vers des ménages, je dirais, ou des entreprises qui vont opter pour l'épargne, ça ne fait pas bénéficier l'économie nationale. En effet. Donc, le bon sens économique, il y a le bon sens économique et il y a aussi le bon sens politique. Mais le bon sens économique dit qu'il faut réformer, mais qu'il faut la remplacer immédiatement avec un ciblage direct, avec des fonds suffisants pour que nos gens puissent vivre en dignité. C'est ça l'enjeu. Il faut faire deux actions en même temps. Et bien sûr, le bon sens politique, il faut prendre en considération aussi la conjoncture, etc. Parce que les prix vont augmenter. C'est-à-dire, il y a, comme vous avez dit, il y a la farine, il y a beaucoup d'engrais, il y a le gaz de butane, dont les prix vont augmenter. Mais il faut qu'il y ait aussi une très bonne communication sur les mesures qui vont accompagner cette réforme. Il faut que ce soit une réforme équitable, c'est-à-dire qui est dirigée vers les gens qui en ont besoin. Et il faut que ça soit très bien communiqué et de préférence qu'il y ait une approche inclusive, participative de représentants des populations ciblées. Parce qu'en effet, aujourd'hui, ceux qui en profitent le plus, ce sont généralement des agriculteurs qui consomment une dizaine de bonbonnes de gaz par jour pour leurs activités agricoles et qui n'ont pas vraiment besoin de cette aide. Alors l'État perd des ressources qu'il ne devrait pas perdre. Mais en face, on a le projet de l'aide directe basé sur le registre social unifié, si c'est bien ça. Mais est-ce que vous pensez que ce transfert se fait de manière délicate et souple, ou est-ce que vous y voyez des problèmes, des inconvénients pour l'instant, jusqu'à cette année? Oh, il y a beaucoup de challenges. Lorsqu'il y a un changement, il y a toujours des difficultés, il y a de la résistance au changement, il y a des mais qui surgissent. Mais je dirais que bon courage pour le gouvernement en tout cas. Il faut s'adapter. Ouais, donc, en fait, ce que je voulais dire que c'est même possible de défendre d'un point de vue économique,
le fait que cet agriculteur qui utilise le gaz butane à un prix moins cher, si l'on augmente le prix des intrants, ça va se refléter sur le prix du produit et donc ça va revenir vers... On peut même faire cette réflexion. C'est ce que j'essaie de dire. C'est une problématique qui est assez tentaculeuse et compliquée quand même. Et très compliquée. Mais je dirais qu'il faudrait peut-être aussi réfléchir, modéliser l'impact potentiel, parce qu'il se pourrait que certains changements n'aient pas un grand effet sur le pouvoir d'achat, comme j'ai cité l'exemple Et il y a aussi, ça me rappelle aussi une disposition qui figure au niveau de la loi cadre, c'est un peu de revoir et de réévaluer les avantages fiscaux, les dépenses fiscales qui sont accordées à certains acteurs économiques. Parce que oui, c'est bien de donner certains avantages. Je considère le butane subventionné comme étant un avantage, comme étant une dépense fiscale. Ou un similaire à la dépense fiscale, mais il faudrait que ça soit conditionné par une amélioration de la productivité, par du travail, pour ne pas avoir une attitude rentière de la part des acteurs économiques marocains. Il faut, parce que qu'il s'agisse de subventions ou de dépenses fiscales, etc. Ce sont des mesures qui sont censées mettre l'acteur économique marocain sur ses pieds pour qu'il puisse concurrencer à l'échelle mondiale. Mais s'il s'incline sur le confort de la subvention et pour nous produire, eh bien, il ne sera pas compétitif. Et dans une logique de modèle de Mélite, il sera écarté par la concurrence internationale. Si l'on est dans un dispositif douanier complètement ouvert. D'accord. Alors c'était tout encore une fois pour notre deuxième partie. On passe à la troisième dans laquelle on va discuter un petit peu à mon avis, les trois problématiques majeures qu'essaye de résoudre ce projet de loi de finances. Je parle évidemment de l'eau, de l'emploi et du climat social qui sont un petit peu... les points noirs à résoudre pour cette fin de mandat du gouvernement Arnouch. Alors, pour commencer, j'aimerais parler un petit peu de l'emploi. Le bilan de mi-mandat du chef du gouvernement a donné la priorité avec l'eau à l'emploi et on assiste dans ce projet de loi de finances à 36 000 postes financiers. Donc, ce sont des postes de fonctionnaires étatiques, bien évidemment. Comme vous m'avez expliqué, ça ne suffira pas. On aura besoin aussi de postes au niveau du privé, que ce soit dans les secteurs industriels, de services ou agricoles. Mais pensez-vous que cette loi donne des marges à ces acteurs pour pouvoir offrir plus d'offres d'emploi, pour pouvoir être plus flexible par rapport à cette problématique? Si elle donne une marge aux acteurs économiques? Tout à fait. Et donc, oui, ok. Donc, en lien avec l'emploi, comme on avait dit, l'emploi, ça ne se décrète pas, bien que les 36 000 postes budgétaires soient essentiels pour la continuité du service public et aussi la préparation en termes de capital humain aux échéanciers qui nous attendent en tant que nation, en tant qu'État. Donc, je dirais que, bon, au fait, l'idée, il faut revenir vers le concept de la croissance économique. Créer des emplois, c'est le privé qui est censé créer des emplois. D'accord. Et comme on avait discuté aussi auparavant, c'est le privé qui devrait créer des emplois, mais pas sur la base des commandes publiques. Donc, l'acteur privé, en fait, il y a plusieurs mesures qui avaient été entamées par les pouvoirs publics, notamment les programmes de Temwilcom avec Intelaqa principalement. C'est un programme qui est assez fort pour les petites entreprises, mais ça offre aussi une marge aux entreprises qui ont un potentiel. C'est contrairement à Força qui reste dans le restreint dans le social, je dirais. 100 000 dirhams, ça ne va pas créer une licorne, une entreprise
icône ça ne va pas créer Google ou Apple. D'accord. Mais Intelaqa, mais c'est important parce qu'on a besoin de tout le monde. Intelaqa, je pense, c'était de 240 000 dirhams à 1,20 million. Effectivement. Et c'est plus exigeant en termes de business plan et ainsi de suite. C'est plus sérieux. C'est sérieux et ça a donné des résultats qui sont louables. Et là, on parle de résoudre une problématique qui faisait obstacle à l'investisseur, au porteur d'idées, qui était la garantie, l'accès au financement. Donc, il y a des efforts qui sont consentis. D'accord. Donc, je parle des porteurs de projets, etc. Il y a aussi des éléments qui concernent l'IS. Il y a eu une réforme qui vise, durant les lois de finances il y a 2 ans, je pense, qui vise à simplifier le système l'IS. Il y a aussi cette problématique de la TVA. Le butoir qui bloque certains acteurs économiques. Ce sont des éléments sur lesquels le gouvernement peut agir. Ceci d'une part, d'accord. D'autre part, il y a une thématique qui est chère à nous au Youth Policy Center, qui est la gouvernance, la transparence des institutions. Et il y a plusieurs études à l'échelle internationale, et notamment dans le cas des PRITI, des pays à revenus intermédiaires, tranche inférieure, où le Maroc se situe. Oui. Donc, c'est la réduction de la corruption et l'amélioration de la gouvernance des institutions procure des gains en termes de points de croissance. Et qui dit croissance dit aussi plus d'opportunités, plus de création organique, bio, d'emplois. Et donc, je dirais qu'il faut aussi prêter une très grande attention. Je conseille le gouvernement, en tant qu'acteur associatif, de porter une plus grande attention aux réformes pouvant améliorer la gouvernance et la transparence des institutions, notamment la digitalisation, parce qu'elle réduit le facteur humain. C'est-à-dire que c'est aussi un facteur à prendre en considération, outre les mesures fiscales. Je ne voulais pas trop politiser la conversation, mais quand même, vous me parlez de corruption, on parle du gouvernement qui a retiré le projet de loi du Parlement, le projet de loi qui vise à pénaliser certaines pratiques. Est-ce que vous croyez que la volonté y est chez ce gouvernement? Le seul scénario où je dirais qu'il y a une volonté serait s'il dépose un projet de loi qui est encore plus strict. Plus solide. Solide. C'est le seul scénario. On va leur donner la marge de doute, mais time is ticking. Yes. Mais il ne reste que 18 mois. On va voir. On va voir. On verra. Alors, je passe à la deuxième problématique de cette année et des années qui sont passées. C'est une accumulation, ça devient de plus en plus sérieux. C'est la problématique de l'eau. Devons-nous considérer aujourd'hui que le Maroc est entré dans une phase critique de sécheresse? Je pense que oui. Il y a une succession d'années de sécheresse. Ça commence à devenir la norme. Ça va devenir la norme. Et lorsqu'on consulte les études scientifiques dans ce domaine, on constate que le Maroc, tout comme une grande partie de l'Espagne, sont dans une région semi-aride où les précipitations devraient diminuer si l'économie d'aujourd'hui continue à exister de la manière dont elle existe, c'est-à-dire émissions CO2, etc. Donc il y a une réalité qui s'impose et qui nous impose de chercher des alternatives. Donc, en ce moment, on est dans une logique de rattrapage. Il y a de grands projets qui sont lancés d'ailleurs et qui sont vitaux. C'était vital. On parle de chantiers géants de dessalement des eaux de mer. Il y a aussi une revitalisation, je dirais, des stations d'épuration des eaux usées. Une revitalisation parce qu'il y a déjà plus de 150 stations, mais une grande partie n'était pas opérationnelle. Là, on est en train de les utiliser pour les besoins d'agriculture et ainsi de suite.
Et il y a aussi, je parle d'un point de vue offre de l'eau, mais je voudrais aussi m'adresser du côté demande de l'eau, comportement des citoyens. Il y a un déficit incroyable en termes je dirais de sensibilisation et aussi de sanctions. À un certain moment, il faut adopter une approche coercitive assez ferme. Lorsqu'on parle de la majorité, plus de 80% des puits qui sont clandestins. Il y a une surexploitation de la nappe phréatique. Il y a déjà cette problématique de manque de précipitation. Mais sur ce point, oui, vous ne pensez pas que... parce que si on zoome en arrière un petit peu, c'est les acteurs économiques, industriels qui consomment le plus, et surtout agricoles. Effectivement, ce n'est pas les citoyens. Les citoyens sont à peu près, je pense, 20% de la consommation de l'eau au Maroc. Je pense même moins. Mais donc, voilà. Donc, il faut parler aux grosses têtes d'abord, avant de passer aux citoyens. Moi, je dis qu'il faut parler avec tout le monde. D'accord. Parce que la grosse tête est aussi un citoyen. Oui, je suis d'accord. donc c'est une question de culture, mais je suis d'accord avec vous. Il y a une certaine priorisation qui doit être mise en place. Mais je dis que chaque goutte compte. Oui, et le fait que nous soyons dans une logique de grand chantier, c'est un point très fort pour le Royaume et qui nous offre des garanties. Il y a une... Water Highway, il y a une autoroute. Donc, ce sont des chantiers qui relèvent des pays développés, qui ont été lancés durant cette année, c'est-à-dire dans un délai vraiment qui répond aux standards, plus que les standards, plus que la moyenne internationale. C'est-à-dire que nous avons le potentiel et nous avons la capacité. Et ça nous rassure que l'État commence à prendre le problème au sérieux. Bien sûr. Et vous savez, comme disait l'écrivain français, André Malraux, il y a deux qualités qui sont fondamentales chez l'humain. Le courage et la culture. Se lancer dans des chantiers de cette envergure, avec des financements pharaoniques et avec une grande volonté, ça relève du courage. C'est vrai. Et c'est très bien. Mais encore faut-il qu'il y ait une culture de préservation de l'eau et de considérer l'eau comme une denrée rare qu'on ne peut pas importer. Et d'ailleurs, je ne voudrais pas m'attarder sur le fait que nous exportons notre eau à travers des fruits et en légumes. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait. Donc, excusez-moi, je voudrais aussi, ça me rappelle aussi une thématique qui est un peu déconnectée de cet aspect, mais qui est aussi importante. C'est le temps. Il faut aussi considérer le temps comme étant une denrée et non pas une dimension. Et ça pourrait aussi guider tant bien les citoyens que les décideurs publics à prendre les bonnes décisions à point nommé, pour que l'on n'ait pas besoin de se rattraper comme on est en train de le faire maintenant. Donc voilà, c'est ça. D'accord. C'était vraiment important et espérant que les politiques publiques soient assez suffisantes sur ce point de l'eau, parce que sinon, sans eau, il n'y a pas de vie. C'est clair. Alors, mon dernier point, c'est par rapport au climat des tensions sociales que nous connaissons. Une certaine morosité économique également qui commence à s'installer dans notre société. On parle aussi d'un ascenseur social qui est en panne. Il n'y a plus de mouvement, de fluidité économique au sein de notre société. Est-ce que vous pensez que ce nouveau projet de loi de finances pourrait permettre au gouvernement de rebondir sur ces points, de redonner espoir à la population, de sauver un petit peu ce qui peut être sauvé? Je pense que même si cela répond à tous les éléments que vous avez cités, ça serait insuffisant. C'est insuffisant mais comme on dit dans les maths, c'est une condition nécessaire et insuffisante. En fait, il y a deux problématiques qui sont structurelles, qui font qu'il y a des tensions sociales. Il y a d'une part, et c'est un volet important, il y a un manque de confiance. Il y a un climat de méfiance entre les institutions, entre les citoyens, entre les citoyens d'une part et le gouvernement et les institutions, les élus, etc. Et donc, c'est difficile de créer de la croissance et d'investir
Quand tout le monde est sur sa garde. Quand il y a un climat de méfiance. Et donc, il y a aussi une difficulté pour certaines activités, d'un point de vue économique pur, comme le capital risque, etc., d'émerger dans une économie où il y a le social qui est dans la méfiance. La deuxième problématique est un peu le fait que la croissance économique au Maroc n'est malheureusement pas inclusive. Au moins, elle n'est pas aussi inclusive que l'on voudrait. Il y a une étude réalisée par la Banque mondiale, il y a un rapport qui est produit chaque année, il s'appelle Poverty and Shared Prosperity, la pauvreté et la prospérité partagée. Et il place notre région, la région MENA, dans la catégorie de pays où la croissance n'est pas inclusive. Et je vais vous dire comment. C'est-à-dire que lorsque l'économie enregistre un taux de croissance de 1%, par exemple, de 1, les ménages, les 40% des ménages qui ont un revenu bas, le plus bas, doivent enregistrer une croissance de plus de 1% pour se rattraper. Oui. Pour rattraper les autres classes. Fermer un petit peu l'écart. Effectivement. Ouais. Malheureusement, dans la région en tout cas, les données ne concernent pas que le Maroc. Il y a la région de l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Mais il y a aussi d'autres rapports qui parlent de l'Afrique du Nord. En tout cas, c'est le même constat. Il y a 1% de croissance globale et environ 50 à 60%. Pardon, 0,6%. C'est-à-dire que le plus on enregistre de croissance, le plus d'écart on crée. Oui. Et ça, c'est une problématique. C'est les élites qui en profitent majoritairement. Je dirais que c'est les classes, les 60% les plus mieux. Parce que ça inclut aussi un peu la classe moyenne, en tout cas les souches supérieures de la classe moyenne. En fait, ces problématiques alimentent le manque de confiance. C'est une problématique économique qui alimente le monde. Bon, il y a des mesures concrètes sous l'égide de Sa Majesté le Roi, notamment le registre. Il y a l'élargissement de la couverture sociale. Il y a des mesures qui visent justement l'inclusion. Parce que, en fait, il y a de la résistance au changement. Vous savez, même lorsqu'on construit le tram ici, il y a tout le monde qui râle. Même moi, je râle. Mais moi, je disais, oh là là, ça bloquait la circulation. D'accord. Donc il y a une résistance au changement. Mais j'ai une grande foi en cette stratégie parce qu'elle va permettre de créer de l'inclusion. Et j'espère que les variables économiques vont à un certain point réfuter le manque de confiance. Mais aussi, faudrait-il voir des signaux de la part de la classe politique qui augurent, qui démontrent l'inclusion, notamment l'inclusion des jeunes et des femmes. Et je parle aussi, et lorsque je dis jeunes et femmes, je parle notamment ceux qui sont dans le milieu rural. On a besoin de voir ça. Au niveau des politiques, des partis politiques. L'inclusion des jeunes, une vraie inclusion sur une approche win-win, ça pourrait aussi jouer. Je parle de l'économique et je parle du politique aussi. Ce sont des gestes qui peuvent être symboliques. Ils ne vont pas dépenser de l'argent. S'ils incluent plus de jeunes du milieu urbain, du milieu rural, éducatif. Ça peut être bénéfique pour les partis. Mais ça va être très bénéfique pour les partis parce qu'il faut regagner la confiance. Il le faut, c'est une priorité. Je pense que c'est une priorité qui est un peu en dessous de la problématique de l'eau. Parce que ça relève de notre survie. On a besoin de boire pour survivre, mais on a aussi besoin de confiance pour vivre ensemble. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, Monsieur Youssef, je vous remercie infiniment pour votre temps, pour votre effort. J'ai une dernière petite question pour vous. Je pense que vous avez jeté un petit coup d'œil sur l'initiative de l'ODJ Média, sur l'IA interactive par rapport au projet de loi de finances, sur odj.ma/PLF 2025. Cette IA permet à nos concitoyens de poser des questions sur le projet de loi de finances, même proposer des amendements à ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative ? Je pense que c'est une solution qui a été aussi développée en interne. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une initiative qui est excellente et qui doit être généralisée. C'est un peu triste de voir que pas tous les citoyens ont accès, je dirais, ou sont sensibilisés par rapport à l'existence de cette plateforme. Je pense que c'est une initiative qui est citoyenne,
qui doit être adopté, enrichi, promu par les pouvoirs publics, et notamment le ministère des Finances. Tout à fait. Merci beaucoup encore une fois, M. Okhlou. Je vous remercie pour votre temps et d'avoir accepté mon invitation. Merci à nos chers téléspectateurs pour nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cet épisode. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt. Passez une très bonne journée. Au revoir. معكم مامون أشرقي في البودكاست الجديد ديالكم تيلت على لو دي جي ميديا وعلى لا ويب راديو ار 212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند. يمكن لكم تلقاو كذلك على كاع منصات ديال لي بودكاست كو سوسوا سبوتيفاي ديزر ولا ابل بودكاست. ما تنساوش كذلك تتبعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب تيك توك.